Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode Prév en ligne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et au programme nous irons à la rencontre de Stéphanie Morgan, psychologue clinicienne et psychothérapeute qui répondra à toutes vos questions autour du régime. Et par la suite, je vous partagerai mes meilleures recettes de smoothie, des recettes saines et équilibrées pour l'été. Allez, c'est parti! Bonjour Stéphanie, merci de nous accueillir dans votre bureau et merci de répondre aux questions de nos internautes. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Pour la première question, c'est Liliane qui nous demande: faut-il absolument faire un régime amaigrissant pour réussir à maigrir? Alors ça, c'est une question effectivement qui revient souvent. Alors j'ai envie de vous dire non, justement non. En fait, ce qui va se passer dans les régimes, c'est qu'on a tendance à se priver de certains aliments parce que le but d'un régime, c'est de perdre du poids le plus rapidement possible. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va enlever de son alimentation quotidienne certains aliments. Alors c'est vrai, avec une connotation plutôt sucrée, grasse, riche, pour se fixer un objectif de perte rapide de poids. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, en fait, on va avoir une perte de poids rapide, mais dans un second temps, le corps va se mettre en mode économique, ce qui fait qu'il ne va plus y avoir de perte de poids, il peut y avoir une démotivation parce qu'effectivement, la personne ne comprend pas pourquoi ça s'arrête. Et du coup, assez rapidement, on va reprendre du poids. Et le problème, c'est que dans la majorité des cas, à savoir à peu près 95% des cas, on reprend le poids initial, voire même un peu plus. Seconde question posée par Sylviane: pourquoi les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme? Alors, comme je disais un petit peu précédemment, le problème des régimes, c'est qu'effectivement, on se fixe sur un objectif de poids à atteindre ou un objectif de poids à perdre. Donc c'est vrai que, voilà, dans un premier temps, ça va bien se passer, mais au bout d'un moment, comme on a enlevé de son alimentation des aliments qui sont source de plaisir, à savoir le gras, le sucré, les aliments un petit peu riches, on devient un peu frustré parce que l'alimentation devient monotone, en fait la source de plaisir disparaît. Et ce qui fait que sur le long terme, c'est difficile à tenir psychologiquement parce qu'en fait, l'alimentation, certes, c'est un besoin primaire, mais ça doit être aussi une source de plaisir avant tout. Manger doit être un plaisir. Et quand on enlève en fait ce plaisir, sur le long terme, ça va générer de la frustration chez la personne. Ce qui fait que du coup, elle va avoir tendance à retourner vers des aliments qu'elle s'était interdits. Et ça va générer de la frustration, ça va générer de la culpabilité, d'avoir entre guillemets craqué. Et ce qui fait que du coup, on va avoir tendance à reprendre le poids, voire même plus, comme je le disais précédemment, puisque sur un long terme, c'est pas tenable du tout. Voilà. Pourquoi je ne maigris pas alors que je contrôle mon alimentation? Alors justement, dans cette question, on a le verbe contrôler. C'est vrai que l'alimentation, comme je le disais précédemment, c'est un besoin primaire, mais il doit être aussi source de plaisir. Et donc, quand on a la notion de plaisir, ça vient un peu en contradiction avec le contrôle. Ce qui se passe en fait chez les personnes qui vont faire un régime, c'est qu'elles vont, comme je disais tout à l'heure, cibler un objectif de poids à perdre ou un objectif de poids à atteindre. Et en fait, on a trop tendance à amener ces personnes vers cet objectif de poids, alors même qu'en fait, il faudrait peut-être revoir un petit peu les bases, à savoir le rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire comment on peut manger, c'est-à-dire qu'en gros, il faut manger de tout dans des proportions équilibrées, mais on devrait pouvoir manger de tout, c'est ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire, ce qui permet en fait que on puisse répondre aux besoins du corps sans frustration, mais ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à cuisiner, à acheter des produits bruts, à pouvoir les transformer soi-même. Et c'est ça en fait la différence entre je fais un régime, j'enlève des aliments gras, sucrés et donc je perds du poids rapidement, et au contraire, je vais proposer aux personnes qui n'ont peut-être pas les fondamentaux, les bases, à faire à manger, comment cuisiner, et tout ça dans un équilibre alimentaire, ce qui fait que sur la durée, il n'y a pas de frustration et une perte de poids peut s'opérer. Je grossis plus quand je suis stressée. Pourquoi? Pourquoi je suis irritable ou triste quand je suis au régime? Au tout début, on est dans une phase d'euphorie, on enlève certains aliments, ça se passe bien, la perte de poids s'opère, mais dans un second temps, il va y avoir la frustration de ne pas pouvoir se faire plaisir. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la personne va de temps en temps aller chercher des aliments qu'elle n'avait pas prévus à son régime alimentaire, qui sont source de plaisir, mais du coup ça va occasionner de la culpabilité, de la honte, et du coup la personne se sent en difficulté parce qu'elle ne tient pas son régime,
elle estime qu'elle n'a pas tenu, qu'elle a craqué, que voilà, il y a tout plein d'émotions et de pensées négatives, alors même que en fait c'est normal. Et du coup, ça occasionne effectivement de la tristesse, des émotions négatives qui vont amener le sujet effectivement à douter de soi, une mauvaise estime de soi, enfin voilà, ça peut être compliqué à terme. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'effectivement certains sujets ont du mal à reconnaître, identifier et gérer leurs émotions, surtout les émotions négatives comme la colère, la tristesse, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont compenser en fait ce qui se passe en elles, en fait, qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne peuvent pas gérer, elles vont le compenser par la nourriture, ce qui fait que dans des périodes par exemple difficiles, période d'examen, conflit professionnel, familial, amoureux, enfin peu importe, des situations qui amènent en fait du stress, de l'inquiétude, de la tristesse, de la colère, et ben on va avoir tendance à aller vers l'alimentation qui, c'est vrai, est plutôt sucrée, grasse. C'est ce qu'on peut appeler des compulsions alimentaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment gérer ce qui se passe en soi, et donc on va aller vers quelque chose qui donne du plaisir, à savoir effectivement ces aliments gras, sucrés, etc. Et donc le but, c'est d'amener effectivement ces personnes qui sont en difficulté, de faire un travail sur la reconnaissance des émotions, avec diverses techniques dont je parlerai tout à l'heure, pour trouver des stratégies pour qu'elles évitent effectivement d'aller vers ces aliments. Est-il vrai que lorsque je ne suis pas au régime, je grossis? Eh bien non, pas du tout. Ce qui va se passer en fait, c'est que nous avons tous un poids de consigne. C'est un petit peu comme la température corporelle. La température corporelle de l'être humain est à 37. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour garder cette température, quand il fait très chaud, on va avoir tendance effectivement à se mettre à l'ombre, à se rafraîchir pour que la température soit toujours à 37. Quand il fait froid, c'est l'inverse, on va avoir tendance à se couvrir, à mettre de la chaleur. Là, pour le corps, c'est pareil en fait. Ce qui se passe, c'est que le corps a besoin... Enfin, chaque corps est différent, nous n'avons pas tous en fait le même poids. Ce qui est important, c'est de savoir que le poids de consigne varie selon les individus et que le corps va chercher en permanence à être aux alentours de ce poids de consigne. Ce qui fait que du coup, il faut être à l'écoute de ces sensations corporelles, à savoir reconnaître effectivement la faim, reconnaître le rassasiement, la satiété. Ça veut dire que on a assez mangé, que le corps a suffisamment en fait de réserves pour tenir, et au contraire, quand on n'a plus faim, ne plus manger. C'est-à-dire que ça se fait normalement assez naturellement. Et donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ces sensations corporelles. Et ce qui va effectivement parfois occasionner des prises de poids, c'est quand on n'est pas assez à l'écoute de cela, ce qui fait qu'on va manger peut-être trop, alors qu'on n'avait peut-être pas besoin de tout cela. Peut-on maigrir sans faire de régime? Ah, bien sûr, et heureusement. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que si une personne souhaite perdre du poids, ce qui est très important, c'est de l'orienter vers des professionnels qui peuvent effectivement prendre en charge cette demande. Et là, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est important de se tourner vers, par exemple, des médecins nutritionnistes qui vont évaluer certaines mesures que d'autres ne peuvent pas faire. Donc médecins nutritionnistes, généralistes, ça peut être effectivement des psychologues qui sont formés, des diététiciens qui sont formés aussi, c'est-à-dire des personnes qui vont entendre et aller effectivement écouter ce qui se passe pour la personne qui souhaite perdre du poids. Et qu'évidemment, l'objectif n'est absolument pas de prescrire un régime, surtout pas. On va dire d'aller sur quelque chose d'un équilibre alimentaire, d'un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire vraiment se concentrer sur de l'éducation alimentaire, c'est-à-dire déjà être à l'écoute et reconnaître ces sensations corporelles de faim, la faim, le rassasiement, la satiété. Ça, c'est vraiment un travail qui est fondamental et à la base de beaucoup de choses. Et puis après, on va écouter effectivement la dimension peut-être plus psychologique, à savoir la reconnaissance, la gestion des émotions, pour que justement la personne n'ait pas tendance à compenser des émotions négatives par de l'alimentation. Le but, c'est que vraiment cette prise en charge soit pluridisciplinaire pour accompagner le sujet, la personne, sur toutes ces thématiques-là. Et dans un second temps, ou en parallèle, ça serait intéressant effectivement de travailler sur les stratégies pour éviter d'aller vers des aliments, on va dire, connotés négativement. Proposer à la personne qu'elle puisse trouver en elle des ressources et des techniques qui puissent apaiser des tensions internes, des tensions, je veux dire, psychologiques, des émotions qui sont trop difficiles à gérer. Et du coup, on peut l'amener sur des techniques qu'on appelle psychocorporelles. Donc ça peut être de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation pleine conscience. C'est un travail qui est complémentaire d'une prise en charge pluridisciplinaire, mais qui a toute son importance. Et ça, ce sera vraiment à discuter avec la personne en fonction de ses besoins, de ce qui l'anime un petit peu. Voilà.
Donc merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous dis à bientôt. Merci à vous d'être venus et si vous avez besoin que je réponde à d'autres questions, ce sera avec grand plaisir. Pour notre atelier smoothie, pas besoin d'énormément de matériel. Vous allez avoir besoin d'un blender et de nombreux fruits et légumes pour faire plein de recettes équilibrées et saines. Nous allons d'abord commencer par un premier smoothie, celui à la betterave et à la myrtille. Donc, pour celui-ci, vous allez avoir besoin de l'équivalent d'une betterave. Il faut garder le jus de la betterave, des myrtilles, quelques glaçons, de l'eau fraîche et un jus de citron. Je vais commencer à mettre mes ingrédients dans mon blender. Pensez bien à vous laver les mains avant chaque atelier cuisine, évidemment. Donc j'ai déjà découpé ma betterave, donc je vais l'insérer directement dans mon tube. On peut faire progressivement pour les quantités. Je vais commencer, on va dire, par une demi-betterave. L'équivalent de la moitié, un peu plus de la moitié de mes myrtilles. Je vais mettre 4 glaçons et le jus de mes betteraves. Je rajoute ensuite mon citron, le jus de mon citron. À vous de mettre la quantité souhaitée de chaque ingrédient. Si vous préférez la myrtille, vous pouvez effectivement en mettre un peu plus. Si vous préférez la betterave, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Et si vous adorez le jus de citron, vous pouvez en rajouter à votre guise. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients dans mon blender, eh bien, je vais pouvoir commencer à mixer. Le smoothie betterave myrtille est excellent pour votre santé. Il va permettre de d'épurer votre foie et d'améliorer les capacités de votre organisme à perdre du poids. Et vous verrez également qu'il soulage les sensations de lourdeur. Sa forte concentration en antioxydants et en vitamines va permettre de protéger et de stimuler les fonctions de votre foie. Ça le protège de quoi? Eh bien des radicaux libres, tout ce qui va être cancérigène, qui va être une capacité d'endommager votre foie. Alors régalez-vous! Pour notre deuxième recette de smoothie, ça va être très simple. Vous allez avoir besoin de lait écrémé, l'équivalent de 4 cuillères à soupe, une demi-tasse ou un demi-verre de fraises, un petit peu de muscade moulue en poudre, du gingembre frais, une banane, un yaourt à la vanille, moi je privilégie le sans matière grasse, et c'est tout. Alors une fois que j'ai tous mes ingrédients, je vais enfin pouvoir reprendre mon blender. J'y dispose les fraises, l'équivalent de mes 4 cuillères à soupe de lait, une petite pincée de muscade, légèrement pour pas que le goût soit prédominant. Voilà. Le gingembre, je l'ai déjà prédécoupé, j'en fais un tout petit morceau comme ceci. Je le dispose à l'intérieur. Ma banane, je vais la couper avec vous. Et je vais mettre un yaourt à la vanille. Vous pourrez changer la texture en rajoutant plus ou moins de lait, plus ou moins de yaourt à la vanille. En mettant peut-être un tout petit peu moins de banane. Ce sera vraiment à vous de faire en fonction de vos goûts, comme d'habitude. Une fois que tous mes ingrédients sont disposés à l'intérieur de mon blender, je le referme et je vais pouvoir mixer. Alors celui-ci, je vous conseille de le prendre au petit déjeuner parce qu'il contient tous les apports nécessaires pour ce premier repas qui est très important le matin, le petit déjeuner. Dans ce smoothie, vous avez environ 310 calories et c'est parfait pour pouvoir débuter la journée en pleine forme. Ce prochain smoothie est également un smoothie de petit déjeuner car il contient 200 000 calories. Donc, vous
allez pouvoir vous régaler avec le smoothie cerise ananas. Vous allez avoir besoin de cerises, d'ananas, du lait écrémé, à nouveau un yaourt à la vanille, et encore une fois je vous conseille de privilégier ceux sans matière grasse. Et c'est tout. Donc une fois que j'ai tous mes ingrédients, eh bien je vais pouvoir les mettre dans mon blender. Un verre complet de cerises. Évidemment, on les prend dénoyautées parce que sinon, ça risque de croustiller ou en tout cas d'abîmer votre blender. Je vais pouvoir ajouter le lait. Essayez de ne pas faire comme moi et de ne pas en mettre partout. Une fois que tous mes ingrédients sont à l'intérieur de mon blender, je le ferme. Et je vais pouvoir mixer. Mon smoothie est prêt. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le goût de celui-ci. En tout cas, il est extrêmement bon pour le petit déjeuner parce qu'il contient 200 000 calories. Et vous verrez que vous allez vous régaler et être reboosté, plein d'énergie pour votre journée. Bonne dégustation! Excellent! On passe maintenant au green smoothie. Pour celui-ci, vous allez avoir besoin de 2 poignées de pousses d'épinards, d'une orange, d'un avocat, un kiwi et du lait d'amande. Moi j'ai choisi le lait d'amande sans sucre. Alors, je vais donc découper mes ingrédients et les mettre dans mon blender. Donc déjà, je commence par mettre 2 poignées de pousses d'épinards. Ensuite, mon orange, mon avocat et mon kiwi. Une fois que j'ai mis tous mes fruits et légumes, je vais pouvoir mettre mon lait d'amande, donc l'équivalent de 20 centilitres. Ces saveurs sont extrêmement originales avec l'avocat qui se marie très bien avec l'épinard et le kiwi. Et la petite touche d'orange, c'est parfait. Je vous conseille d'y goûter et bonne dégustation. La prochaine recette est un smoothie d'été. Vous allez avoir besoin de fraises, de myrtilles, de framboises, une demi-banane et de 5 feuilles de menthe. Je vais y ajouter 3 glaçons. Et je ferme. Ma recette est terminée. Je suis sûre que ce smoothie vous plaira parce qu'il est d'une fraîcheur inouïe. Ce petit arrière-goût de menthe, vous m'en direz des nouvelles et je suis sûre que vous allez vous régaler cet été grâce à cette recette. Pour ce dernier smoothie, vous allez avoir besoin d'une banane, du jus d'un citron vert et du lait de coco. 3 ingrédients simples pour une recette excellente. Je vais donc découper ma banane. J'y ajoute le jus de mon demi-citron vert. Et j'ajoute l'équivalent de 15 centilitres de lait de coco. Vous verrez qu'il ne faut pas forcément des dizaines d'ingrédients pour faire un smoothie excellent. Vous allez voyager à travers ces saveurs exotiques. Bonne dégustation! Et voilà, vous avez pu découvrir mes recettes de smoothie. J'espère qu'elles vous plairont et que l'aspect coloré et plein de saveurs
vous égayera les papilles durant tout l'été. Vous pourrez effectivement retrouver toutes les recettes sur notre site internet www.prevambus.com et si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. C'est sur le mail question.prevambus@gmail.com. C'est déjà la fin de notre épisode, alors je vous dis à très bientôt et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Au revoir.